Voilà ce qui arrive aux tricheurs. Je suis David Morrison, 41 ans, et disparu depuis 3 ans. Ma femme a choisi le pire moment possible pour lâcher sa bombe sur son aventure. J'étais directeur régional pour Atlantic Crown Property, une chaîne d'hôtels. 15 établissements du Maine à la Géorgie. Un bureau d'angle avec vue sur le port de Boston. Le package complet de la réussite en entreprise. Victoria, ma femme, venait de Toronto. Elle était arrivée il y a 12 ans. Ce côté canadien soigné qu'elle avait mettait les investisseurs en confiance et les employés se sentaient valorisés. On était mariés depuis 9 ans quand tout a explosé. Victoria avait un fils, Ethan, de son premier mariage. Il avait 14 ans. J'étais dans sa vie depuis qu'il en avait 5. Je lui ai appris à faire du vélo, j'allais à toutes les réunions parents-professeurs, j'ai payé son appareil dentaire. Il m'appelait David, pas papa, mais je n'ai jamais insisté. Je pensais que l'amour, c'était ce qu'on faisait, pas la manière dont on appelait quelqu'un. Ce dîner était censé célébrer un accord énorme sur lequel je travaillais depuis 18 mois. On venait d'acheter 3 hôtels branchés à Charleston. Gérald, l'ancien associé de mon père, décédé, était venu de Phoenix exprès pour ça. Il y avait 20 personnes au Harborview, notre meilleur hôtel. Nappe blanche, champagne servi, bisque de homard en approche. J'étais en train de remercier tous ceux qui avaient participé à l'accord quand Victoria s'est levée. Elle portait cette robe émeraude, celle que je lui avais achetée pour notre anniversaire 6 mois plus tôt. Son sourire était grand, mais faux, celui qu'elle arborait lors des événements professionnels. Elle a dit qu'elle avait quelque chose à dire. J'ai levé les yeux, mon verre de champagne à la main, pensant qu'elle allait porter un toast à l'équipe ou quelque chose comme ça. Gérald a haussé les sourcils, genre vas-y. Au lieu de ça, Victoria dit qu'elle a fait une introspection et qu'elle s'est rendue compte qu'elle vivait un mensonge. Qu'elle était dans une relation qui ne l'aidait pas à grandir. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. La fourchette de quelqu'un a cogné contre son assiette. Le bruit a résonné. Puis elle dit qu'elle voyait quelqu'un d'autre. Un type qui s'appelait Derek et qui l'avait aidé à comprendre qu'elle méritait quelqu'un qui la voyait vraiment. Elle a regardé autour d'elle, mais jamais dans ma direction. Elle a dit qu'elle était reconnaissante, mais qu'elle devait être honnête, et que notre mariage était terminé. Je sentais tous les regards fixés sur moi. Le visage de Gérald est devenu blanc. Mon assistante, Claire, avait l'air sur le point de pleurer. Mais je n'ai pas bougé, je n'ai pas crié, je n'ai rien demandé. J'ai juste posé mon verre, sorti mon portefeuille, posé ma carte de crédit sur la table, et dit au serveur de faire des additions séparées. J'ai signé le reçu, ajouté un pourboire de 30%, le personnel n'y était pour rien. Puis je me suis levé, j'ai boutonné ma veste, et je suis sorti de ce restaurant sans me retourner. Derrière moi, j'ai entendu la chaise de Gérald racler le sol. Il a dit quelque chose de cinglant à Victoria. Mais j'étais déjà parti, déjà en train de mettre en œuvre le plan sur lequel je travaillais depuis plus d'1 an. Voilà ce qu'on ne vous dit pas quand vous aimez quelqu'un capable de vous planter un couteau dans le dos en public. On n'attend pas que la bombe explose. On construit son bunker avant. Le box de stockage sentait le béton et le vieux carton quand je suis arrivé. Je l'avais loué 14 mois plus tôt sous le nom de David Harrison. Payé 1 an cash d'avance. J'avais dit au gérant que j'y stockais du matériel pour une activité parallèle. Il n'a pas posé de questions. Les gens ne le font généralement pas quand vous vous pointez avec quelques centaines de dollars en liquide et une histoire suffisamment ennuyeuse pour paraître vraie. À l'intérieur, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour ça. Un sac de sport avec des vêtements, des articles de toilette, 2 paires de chaussures de travail, et un ordinateur portable avec des fichiers verrouillés. 47 000 $ en espèces provenant des dividendes d'une petite entreprise que mon père avait créée avant de mourir. Victoria n'était pas au courant. Elle ne s'était jamais intéressée aux affaires de mon père au-delà des hôtels. Elle ne s'était jamais souciée des papiers que je signais chaque trimestre. Je me suis changé de mon costume hors de prix directement là, dans la faible lumière. Un jean, une chemise en flanelle, j'ai lacé les chaussures. J'ai laissé la veste Tom Ford suspendue là comme une peau de serpent. Puis j'ai conduit ma Mercedes jusqu'à un parking de covoiturage près de la route 95, je l'ai verrouillé, j'ai laissé les clés dans le passage de roues. J'ai marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'endroit où j'avais garé mon camion de secours 2 semaines plus tôt. Un vieux pick-up Ford de 2001, gris métallisé, enregistré au nom de David Harrison. Payé cash à un type à Quincy qui était ravi de s'en débarrasser.
Il a démarré au deuxième essai, craché de la fumée, il avait l'air d'avoir la bronchite. Parfait. Je me suis arrêté à une station-service en dehors de Providence et j'ai acheté un téléphone portable prépayé à Clapey. J'ai passé un seul appel à Michael Patterson, mon avocat, et la personne qui ressemblait le plus à un frère depuis la fac. Il a répondu à la troisième sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Qu'est-ce qui est si important à 1h du matin? Je lui ai dit que le moment était venu. Il n'a même pas hésité. Il a juste posé des questions sur les documents. Je lui ai dit de déposer tout ce dont nous avions parlé dès le matin. Il m'a demandé si j'étais sûr. Une fois que ce serait lancé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de toute ma vie. À l'aube, je m'étais enregistré dans un motel du New Hampshire sous le nom de David Harrison. La chambre avait du papier peint datant de 1987 et un matelas qui gémissait quand je m'asseyais dessus. La vue donnait sur un parking et un Dunkin' Donuts. J'étais allongé sur le lit, tout habillé, à fixer les auréoles d'humidité au plafond, en pensant à Ethan. Le gamin n'avait rien demandé à toute cette merde. N'avait pas demandé que sa mère soit celle qu'elle était. N'avait pas demandé que je sorte de sa vie. Mais je ne pouvais pas rester. Pas pour lui, pas pour qui que ce soit. Parce que si je restais, je deviendrais le genre de mec qui accepte de se faire tromper juste pour que les apparences soient sauves. Michael avait envoyé un email crypté à 6h23 ce matin. Une seule ligne, document déposé. Ça voulait dire que Victoria serait au courant avant midi, peut-être même plus tôt si elle essayait d'accéder à l'un de nos comptes joints. Le compte courant, l'épargne, les investissements liés à la société hôtelière. Tout était bloqué grâce à des clauses qu'elle avait signées il y a 9 ans et qu'elle n'avait probablement jamais lues. Notre contrat de mariage, page 17, section D. Il stipulait que si l'un de nous trompait l'autre, tout l'argent que nous possédions ensemble irait directement à l'autre pendant qu'on organisait le divorce. On l'avait signé 2 semaines avant le mariage. Victoria avait ri à l'époque, avait dit que c'était excessif, que j'étais parano. Qu'elle ne tromperait jamais. Je l'avais cru à l'époque. Mon père avait insisté, et je l'avais écouté. J'ai sorti une enveloppe manie que je trimballais dans ce sac de voyage depuis plus d'1 an. Elle était dans le coffre-fort de mon père, avec mon nom et une date dessus. Il était écrit de ne l'ouvrir qu'en cas de nécessité. Je l'avais ouverte il y a 6 mois, le soir où j'avais découvert ce que Victoria tramait vraiment. À l'intérieur, il y avait une lettre de mon père, son écriture tremblait à cause de la maladie qui l'avait tué. Il avait écrit que si je lisais ça, c'est que quelque chose avait mal tourné, soit au travail, soit en amour. Probablement en amour. Il disait qu'il avait épousé ma mère à 23 ans et qu'il avait divorcé à 30. Elle était belle et ambitieuse, mais en cours de route, elle avait oublié qu'ils étaient censés être des partenaires, pas des rivaux. Il me disait de ne pas me laisser piéger par la culpabilité, de ne laisser personne me dire que rester était la bonne chose à faire quand partir était la seule façon de survivre. Il disait qu'il savait que j'étais trop loyal, mais la loyauté sans rien recevoir en retour, c'était juste demander à se noyer. Il disait qu'il avait créé une autre SARL sous Harrison Industries, avec l'argent versé sur un compte auquel seul moi pouvais accéder. Il me disait de m'en servir, de disparaître si j'avais besoin de repartir à zéro. Il disait, pour l'amour de Dieu, ne laisse personne te faire culpabiliser de te choisir toi-même. La lettre était signée, je t'aime, papa. Je l'ai lue 3 fois ce matin-là, puis je l'ai pliée et remise dans l'enveloppe. Mon père savait d'une certaine manière que ce jour viendrait. Ma boîte email jetable a commencé à recevoir des notifications. L'ancien iPhone était mort, noyé dans l'évier de la maison, mais j'avais configuré le transfert avant de partir. 17 appels manqués de Victoria. 12 textos. 3 messages vocaux. Je n'en ai écouté aucun parce que je savais déjà ce qu'ils allaient dire. D'abord, elle serait confuse, puis en colère. Ensuite, elle m'accuserait de surréagir, d'être un enfant. Qu'on devait parler comme des adultes. Mais voilà le truc avec le dialogue. Il faut 2 personnes qui se respectent réellement. Et le respect, une fois qu'il est brisé, ne se répare pas tout seul parce que quelqu'un dit pardon. J'ai envoyé un texto à Michael, en lui demandant combien de temps il faudrait avant que Victoria ne comprenne l'histoire du visa. Il a répondu vite. Son avocat en immigration disait environ 3 semaines. Victoria était ici avec un visa de conjoint, et un divorce y mettrait fin. Elle aurait 90 jours pour quitter le pays ou trouver un autre moyen de rester légalement.
Je suis resté longtemps à fixer ce message. Victoria était venue aux États-Unis avec un visa de travail il y a 12 ans, puis elle était passée à un visa de conjoint quand nous nous sommes mariés. Si nous divorcions, elle perdrait son statut légal. Je n'avais pas prévu ça, j'avais juste suivi la loi. Mais les conséquences se foutent de ce que tu avais l'intention de faire. Je n'ai pas suivi le pétage de plomb de Victoria sur les réseaux sociaux en temps réel, mais Michael m'a envoyé des captures d'écran avec les horodatages, comme un médecin qui suit l'aggravation d'un patient. Le premier jour, Victoria a posté une vidéo avec un éclairage doux et de la musique de guitare acoustique. Elle était assise sur notre canapé, celui que nous avions choisi ensemble dans ce magasin de meubles chic de Cambridge. Elle l'a intitulé « Choisir l'honnêteté plutôt que mon chemin vers une vie authentique ». Elle a parlé pendant 11 minutes d'évoluer en tant que personne, de se réveiller et de trouver son vrai moi. Elle a mentionné Derek, son nouveau copain. Elle l'a décrit comme un miroir qui lui montrait qui elle était vraiment. Elle n'a jamais dit liaison ou tromperie, elle a juste fait en sorte que ça sonne comme si elle se découvrait elle-même. Les commentaires étaient mitigés. Certains de ses amis influenceurs du bien-être l'ont encouragée. On qualifiait ça de courageux et d'honnête. Mais d'autres, des gens qui me connaissaient et qui étaient à ce dîner, n'y croyaient pas. Un commentaire disait « Tu as humilié ton mari en public et tu appelles ça de l'évolution. Ce n'est pas courageux. C'est cruel. » Le troisième jour, Victoria a essayé d'appeler le siège de la chaîne d'hôtels. Michael les avait déjà mis au courant et avait dit que je prenais un congé. Ils ont transféré son appel au service juridique. Le service juridique lui a répondu qu'il ne pouvait pas parler de questions de personnel. Elle a posté une story Instagram vague sur le fait d'être exclu de conversations qui affectent directement votre vie. Le cinquième jour, elle a essayé d'accéder à notre compte bancaire commun et l'a trouvé bloqué. Elle a appelé la banque, qui lui a dit que le compte était signalé, en attente d'un examen juridique. Elle a appelé le bureau de Michael. Son assistante lui a dit qu'elle devait suivre les voies officielles. C'est là que Victoria a appelé la police pour qu'elle vienne prendre de mes nouvelles. J'étais assis dans un restaurant du Vermont, en train de manger un sandwich à la dinde et de lire un livre sur le travail du bois quand Michael a appelé. Il a dit que Victoria avait demandé une vérification de bien-être, qu'elle avait dit à la police que j'avais disparu et qu'elle pensait que je pourrais me faire du mal. Les flics ont trouvé ma Mercedes sur le parking relais, ont vérifié la plaque d'immatriculation, et rien n'est ressorti. Ils ont appelé Michael parce que je l'avais indiqué comme mon avocat. Il leur a dit que j'étais en pause planifiée, que je m'étais manifesté ce matin, et que je n'avais pas à dire à ma future ex-femme où j'étais. Michael m'a dit de m'habituer à un conjoint séparé parce que Victoria allait réaliser qu'elle n'avait absolument aucun pouvoir. Pas d'argent, pas moi, et son visa était sur le point d'expirer. J'ai demandé dans combien de temps l'immigration s'en rendrait compte. Il estimait 2 semaines, peut-être 3. Une fois le divorce prononcé, il vérifierait son statut de visa. Si elle ne pouvait pas prouver qu'elle pouvait subvenir à ses besoins ou trouver un autre moyen de rester légalement, elle serait expulsée. Jour 8. Les vues des vidéos de Victoria ont dégringolé. L'algorithme est passé à autre chose. Son nombre d'abonnés a chuté. Une marque de bien-être a discrètement supprimé son lien d'affiliation. Jour 10, elle a posté une vidéo en larmes sans maquillage, les cheveux tirés en arrière, assise dans la chambre d'amis. Elle a dit qu'elle apprenait que l'honnêteté a un prix. Elle ne l'avait pas vu venir. Elle a dit qu'elle pensait être courageuse, mais peut-être qu'elle était juste égoïste. Elle a dit qu'elle ne savait plus. Les commentaires étaient beaucoup plus durs. Les gens ont écrit qu'elle avait ruiné un homme bien et qu'elle s'attendait à des applaudissements. Que les actes ont des conséquences. Bienvenue dans le monde réel. Elle a supprimé la vidéo 6 heures plus tard. Jour 12, Michael a envoyé une dernière mise à jour. Victoria avait engagé un avocat spécialisé en immigration et essayait d'obtenir une prolongation basée sur des difficultés. Il a dit que ça ne marcherait pas. Elle a fait ses choix, maintenant elle devait vivre avec. 3 semaines après ma disparition, j'ai reçu un message auquel je ne m'attendais pas. Il est arrivé via Discord, un vieux truc de jeu, sur un compte que j'avais créé il y a des années pour jouer à un jeu avec Ethan. On a arrêté quand il est arrivé au lycée. J'avais oublié que ça existait jusqu'à ce que mon ordinateur portable fasse ping. Le message était d'Ethan, qui me demandait si j'étais là. J'ai regardé l'écran pendant 1 minute. Ce gamin intelligent avait trouvé un moyen de me joindre que Victoria ne pouvait pas. J'ai répondu, je suis là.
Le message suivant d'Ethan a été rapide. Sa mère était à bout, n'arrêtait pas d'appeler mon bureau, et il ne voulait rien lui dire. J'ai répondu que je savais. Il a demandé si j'allais bien. Ça m'a touché plus que je ne le pensais. Je me suis adossé et j'ai regardé autour de moi dans la cabane. Est-ce que j'allais bien? Je ne savais pas encore. J'ai répondu que je gérais, et j'ai demandé des nouvelles de lui. Ethan a répondu que Victoria pleurait beaucoup, que Derek avait emménagé, et qu'il le détestait. Ma mâchoire s'est serrée. Derek, l'artiste, le type qui a montré à Victoria son vrai moi, vivait maintenant dans ma maison, dormait dans mon lit, mangeait probablement à ma table. J'ai répondu que j'étais désolé. Il a répondu rapidement, disant que ce n'était pas ma faute si elle avait fait ça. J'ai regardé ces mots d'un gamin de 14 ans qui venait de voir sa mère faire exploser sa famille une fois de plus. J'ai demandé s'il avait besoin de quelque chose, d'argent ou d'aide pour l'école. Ethan a répondu non, Michael avait mis en place quelque chose pour lui, un fonds d'études. Il a dit que Michael lui avait dit que c'était moi qui avais arrangé ça. Michael ne m'avait pas dit qu'il avait fait ça. Je lui avais demandé de s'assurer qu'Ethan avait des options, mais je ne savais pas qu'il agirait aussi vite. J'ai répondu qu'Ethan méritait des options, et que ce qui s'était passé entre sa mère et moi ne changeait rien à ça. Ethan a demandé s'il pouvait venir me voir de temps en temps. Ma gorge s'est serrée. J'avais envie de dire oui, de donner à ce gamin une porte de sortie du bordel de Victoria. Mais je savais qu'ouvrir cette porte signifiait rester connecté à une vie que j'essayais de quitter. J'ai tapé soigneusement, en disant que quand il aurait 18 ans, il pourrait aller où il voulait. Mais en attendant, c'était compliqué. Il a répondu qu'il comprenait. J'ai envoyé un dernier message, lui disant que c'était un bon gamin, meilleur que la plupart des adultes, et de ne pas laisser s'alégrir. Son dernier message disait « Trop tard ». Puis il s'est déconnecté avant que je puisse répondre. Michael a appelé 1 heure plus tard. J'ai posé des questions sur le fond en fiducie d'Ethan. Il a dit que je lui avais dit de s'assurer que le gamin avait des options, alors il l'a fait. J'ai demandé combien. Il a dit assez pour 4 ans dans n'importe quelle université publique. Peut-être plus si Ethan était malin. Victoria ne pouvait pas y toucher. Ethan l'obtiendrait à ses 18 ans, ou plutôt s'il en avait besoin pour l'école. Je le remerciais doucement. Au bout de 4 semaines, Victoria avait enfin compris. Michael me fit suivre un email de son avocat, un type du nom de Paul qui travaillait dans un centre commercial délabré à Somerville. L'email était hystérique, plein de jargon juridique qui signifiait qu'elle paniquait. Michael appela pour m'expliquer. L'avocat de Victoria disait que le contrat de mariage n'était pas valide parce qu'elle l'avait signé sous la pression. Mon père avait fait pression sur elle, et elle n'avait pas eu son propre avocat. Je lui fis remarquer qu'elle avait eu son propre avocat, Richard Feldman de Cambridge, et que j'avais payé pour ça. Michael dit que c'était ce qu'il leur avait dit. Il avait envoyé des copies de l'accord que Victoria avait signé, les notes, tout. Il n'avait rien sur quoi s'appuyer. Je demandais des nouvelles du visa. Michael dit que c'était là que ça devenait intéressant. L'immigration avait envoyé à Victoria un avis lui donnant 60 jours pour prouver qu'elle avait une raison légale de rester. Le visa de conjoint prenait fin avec le divorce, et comme le divorce était basé sur une tromperie, il n'y avait aucun moyen de régulariser sa situation. Elle devait partir à moins de trouver un autre moyen de rester légalement, comme un visa de travail ou un visa étudiant. Mais cela demandait du temps et de l'argent, et elle n'avait ni l'un ni l'autre pour le moment. 2 jours plus tard, Victoria publia une autre vidéo, mais celle-ci était complètement différente. Pas d'éclairage doux, pas de musique. Juste elle assise dans la chambre d'amis avec les yeux rouges et du maquillage étalé. Elle dit qu'elle avait fait des erreurs, qu'elle pensait être courageuse, mais qu'elle était en réalité juste égoïste. Elle dit qu'elle était confrontée à des conséquences qu'elle n'avait pas vues venir. Son visa expirait. Elle risquait de devoir quitter le pays, et Ethan était pris au milieu de quelque chose qu'il n'avait pas demandé. Elle s'arrêta, essuya ses yeux, puis regarda droit dans la caméra, me demandant de bien vouloir la contacter. Elle dit qu'on devait parler. Pas de nous, mais d'Ethan. Elle dit qu'il avait besoin de stabilité, et admit qu'elle ne méritait rien de moi, mais qu'Ethan, lui, le méritait. La vidéo avait 200 vues et 15 commentaires. La plupart étaient méchants. Les gens écrivaient qu'elle aurait dû penser à son fils avant de faire exploser son mariage. Que les actes ont des conséquences.
Bienvenue à l'âge adulte, disait un commentaire. Utiliser ton gamin pour manipuler ton ex, c'est vraiment bas, même pour toi. Michael appela ce soir-là, disant que Victoria essayait de m'appâter et que je ne devais pas mordre à l'hameçon. Je lui dis que je n'allais pas le faire, mais que si Ethan avait besoin de quelque chose, je m'en occuperais. Michael promit que la fiducie était correctement établie, et que si Ethan avait besoin d'un logement, d'une éducation, de quoi que ce soit de concret, c'était pris en charge. Mais je ne devais pas contacter Victoria ni lui donner la moindre ouverture. Je dis que j'avais compris. 3 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour que les choses se calment. Je m'étais reconstruit, petit à petit. La cabane dans le New Hampshire devint mon lieu de résidence permanent pendant cette période. Je l'ai acheté directement sous le nom de David Harrison. Payé comptant, pour qu'il n'y ait pas de traces menant à David Morrison. J'ai commencé à travailler de mes mains au lieu de tableur. Le travail du bois d'abord, puis la menuiserie. Puis j'ai découvert la sculpture sur bois flotté presque par accident. Il y avait un vieil homme en ville du nom de Bill qui m'a appris les bases. Comment voir la forme cachée dans le bois patiné? Comment laisser le matériau vous guider au lieu de le forcer? J'ai commencé à faire de petites pièces et à les vendre dans les foires artisanales locales. Rien d'extraordinaire, juste un travail honnête qui n'avait pas besoin de téléconférences ou de politique d'entreprise. Les hôtels se vendaient. Michael s'en est occupé discrètement. Il a trouvé un acheteur qui voulait l'ensemble du portfolio. Je suis reparti avec assez d'argent pour vivre confortablement le reste de ma vie si j'étais intelligent. J'ai investi la majeure partie prudemment. J'en ai gardé une partie pour les dépenses, j'en ai donné une bonne part à un fonds de bourse d'études au nom de mon père. Victoria a été expulsée. Il a fallu 11 mois au total, mais l'immigration a finalement tout traité. Elle a essayé tout ce qui lui passait par la tête. Elle a engagé 3 avocats différents, a même essayé de demander l'asile en se basant sur une fausse histoire de persécution au Canada. Rien de tout cela n'a fonctionné. Elle est rentrée à Toronto par un froid matin de janvier. Et selon Michael, elle n'a jamais cessé de me tenir pour responsable de tout. Ethan est resté aux États-Unis. Son père biologique, un type que je n'avais jamais rencontré, a soudainement retrouvé une conscience et a obtenu la garde. Ils ont déménagé ensemble au Colorado. Ethan et moi sommes restés en contact via cette chaîne Discord. Des messages toutes les quelques semaines. Il allait bien. Pas formidablement, mais bien. Il a postulé à des écoles d'art, et la fiducie que Michael avait mise en place a tout payé. J'ai changé de nom. Légalement, mais pas complètement. Juste assez. David Harford au lieu de David Morrison. J'ai obtenu un nouveau permis de conduire, ouvert des comptes bancaires, déclaré mes impôts. Je suis devenu quelqu'un de nouveau sans perdre qui j'avais été. L'article de magazine est arrivé complètement par hasard. Une journaliste qui écrivait un article sur les artistes côtiers a trouvé mon travail dans une galerie à Portsmouth. Elle voulait interviewer le type qui fabriquait des sculptures à partir de déchets de plage. J'ai dit d'accord, mais j'ai gardé les choses vagues. J'ai parlé de nouveaux départs et de recherche de clarté, mais je n'ai jamais mentionné Victoria ou les hôtels. L'article avait paru dans une petite revue locale. Honnêtement, je ne pensais pas que qui que ce soit le verrait. La plage était déserte ce matin-là, ce genre de silence qu'on ne trouve qu'avant le lever du soleil. Je travaillais sur une nouvelle pièce, quelque chose d'abstrait avec des courbes comme des vagues. Le bois était gris argenté, poli par des années d'eau salée et de sable. J'ai entendu des pas derrière moi, mais je ne me suis pas retourné. Des touristes se baladaient parfois par ici, prenaient des photos et repartaient, mais ces pas se sont arrêtés et ont hésité. Puis une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ans a percé le bruit des vagues, prononçant mon nom. Je me suis relevé lentement et me suis retourné. Victoria se tenait à environ 6 mètres, en jean et veste simple, les cheveux tirés en arrière, pas de maquillage. Elle paraissait plus vieille et plus mince. Tout le vernis avait disparu, remplacé par quelque chose de brut et d'incertain. Quand nos regards se sont croisés, quelque chose s'est brisé sur son visage. Elle est devenue blême, sa bouche s'est entr'ouverte, et j'ai vu 3 années à faire comme si tout allait bien s'effondrer là, devant moi. Elle m'avait retrouvé, mais elle n'était pas prête à ce qu'elle trouverait réellement. Elle a dit « Salut », à peine un murmure. Je n'ai rien dit au début, je l'ai juste regardée, cette femme qui avait été ma femme, qui avait fait exploser ma vie devant tout le monde, qui avait probablement passé 3 ans à se représenter ce moment précis. J'ai fini par répondre « Salut » sans émotion,
sans colère, juste une simple réponse. Elle a fait un petit pas en avant, disant qu'elle me cherchait, qu'elle avait vu l'article et savait que c'était moi. J'ai dit, et maintenant, tu m'as trouvé. Elle s'est enlacée, un geste défensif dont je me souvenais de nos vieilles disputes. Elle a dit qu'elle avait besoin de me voir, qu'elle avait besoin de s'expliquer. Je lui ai dit qu'il n'y avait rien à expliquer, qu'elle avait tout dit ce soir-là au restaurant. Elle a dit rapidement que c'était une erreur, la façon dont elle l'avait fait, le timing, tout ça, qu'elle l'avait regretté chaque jour depuis. J'ai posé le morceau de bois flotté que je tenais et j'ai dit, « Victoria, je m'en fous. » Ces 4 mots m'ont frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Je l'ai vu sur son visage la réalisation que je n'étais pas en colère, pas blessé, rien. J'en avais fini avec elle. Elle a dit que j'avais changé. Je lui ai dit que Gilles avait changé. J'étais obligé. Elle a essayé de dire qu'Ethan me manquait. J'ai dit qu'Ethan savait comment me joindre, et qu'on se parlait. Son visage s'est illuminé d'une surprise, mélangée à quelque chose qui ressemblait à de la trahison. Elle a dit qu'il ne lui avait jamais dit ça. J'ai demandé pourquoi il l'aurait fait, alors qu'elle n'avait pas vraiment gagné sa confiance. Les yeux de Victoria se sont remplis de larmes. Elle a dit, « S'il te plaît, Jason. S'il te plaît, aide-moi juste à comprendre ce que je traversais. » Je lui ai dit que je comprenais parfaitement. Elle voulait quelque chose de différent. Elle l'avait eu. Maintenant, elle en subissait les conséquences. Elle a demandé si c'était tout. 3 ans et c'était tout ce que j'avais à dire. Je l'ai regardé une dernière fois et j'ai demandé ce que *L* voulait. Le pardon. La permission de se sentir mieux par rapport à ce qu'elle avait fait. Je ne pouvais lui donner ni l'un ni l'autre. Elle est restée là à pleurer, et je n'ai ressenti qu'une pitié distante. J'ai dit, au revoir, Victoria, et j'ai ramassé le bois flotté. Elle n'est pas partie tout de suite, elle est restée là encore 1 minute ou 2, à attendre quelque chose qui ne viendrait pas. Puis elle s'est finalement retournée et s'est éloignée. Je l'ai regardée partir 1 seconde, puis je suis retourné à mon travail. Le bois était toujours là, il avait toujours besoin d'être façonné, et contrairement à certaines personnes, il ne posait pas de questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. 8 mois après que Victoria m'ait retrouvé sur la plage, mon téléphone a sonné. C'était Ethan. Il a dit, comme ça, qu'il avait 18 ans maintenant et il a demandé s'il pouvait venir me voir. J'ai souri pour la première fois depuis des semaines et je lui ai dit oui. Il est arrivé 3 jours plus tard dans une Honda Civic déglinguée qu'il avait achetée avec l'argent de son job d'été. Il était plus grand que dans mon souvenir, plus large d'épaules, mais toujours le même gamin discret qui préférait dessiner que parler. On ne s'est pas embrassé, on a juste fait un signe de tête. Il a regardé autour de lui la cabane et l'atelier que j'avais construit, les sculptures à moitié terminées alignées contre le mur. Il a juste dit, « Cool ». J'ai dit merci et j'ai demandé s'il avait faim. On a mangé dans un boui-boui, le genre avec un carrelage à damier et des serveuses qui appelaient tout le monde ma biche. Ethan a commandé un burger et a mangé lentement, puis a fini par dire que Victoria était venue me voir et qu'elle lui avait raconté. Il a dit qu'elle prétendait que j'avais été cruel avec elle. Je lui ai dit que je n'avais pas été cruel, j'avais été honnête. Il a hoché la tête lentement et a dit, « C'est ce que je pensais. » Il a dit que Victoria voulait qu'il me demande de reconsidérer, de peut-être lui reparler. Il a dit qu'il lui avait dit qu'il ne ferait pas ça. J'ai dit bien, que c'était entre Victoria et moi et qu'il n'avait pas besoin d'être au milieu. Il a dit qu'elle galérait. Sans la défendre, juste pour énoncer les faits. Elle vivait avec sa sœur à Toronto, elle travaillait dans une boutique, elle essayait toujours de faire marcher son truc d'influenceuse bien-être. Mais plus personne n'en avait rien à faire. J'ai demandé comment * allait. Il a haussé les épaules et a dit qu'il allait bien. Son père allait bien. Ils ne se parlaient pas beaucoup, mais son père le laissait faire ce qu'il voulait. Puis il m'a dit qu'il avait été accepté à la Rhode Island School of Design. Pension complète grâce au fonds fiduciaire que j'avais mis en place. Je lui ai dit que c'était incroyable, et je le pensais vraiment. Il m'a demandé pourquoi j'avais fait ça, pourquoi j'avais créé ce fonds alors que je n'étais pas obligé. Je lui ai dit que c'était parce qu'il méritait une chance. Que ce que Victoria avait fait et ce que j'avais fait, tout ça n'était pas de sa faute. Il s'était retrouvé pris entre 2 feux. Le moins que je pouvais faire, c'était de m'assurer qu'il ait des options. La mâchoire d'Ethan s'est crispée et il a dit, Victoria prétendait que je les avais abandonnés. Je l'ai corrigé tout de suite,
je lui ai dit que j'avais abandonné astérisque et l'astérisque, pas lui. Il y a une différence, dit-il doucement. Il le savait. Il voulait juste m'entendre le dire. On a passé les 3 jours suivants à pêcher et à travailler sur une sculpture ensemble, à parler de tout sauf du passé. Le dernier matin, on s'est tenu près de sa voiture, dans l'allée. Je lui ai dit qu'il pouvait revenir quand il voulait, que la porte était toujours ouverte. Il a hoché la tête et m'a remercié pour tout, de ne pas être comme elle. Il est parti en voiture et je suis resté là à regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse dans le virage. 1 an après la visite d'Ethan, Michael m'a envoyé un email pour me dire qu'elle était partie. Je l'ai ouvert avec un café à la main, la lumière matinale traversant les fenêtres de la cabane. Le message était court. Victoria avait déménagé à Vancouver, s'était remariée avec un type de la tech qu'elle avait rencontré via ses réseaux sociaux en train de mourir. Elle avait signé des papiers renonçant à toute revendication future sur tout ce qui était lié à moi, les hôtels, le domaine, tout. En échange, j'avais accepté de ne pas la poursuivre pour les frais juridiques qu'elle devait encore depuis le divorce. Michael a écrit qu'elle voulait tourner la page et pensait que je voudrais savoir que c'était enfin terminé. La vie a repris son cours après ça. J'ai vendu des œuvres dans des galeries le long de la côte, gagné assez pour vivre confortablement, acheté le terrain à côté de ma cabane et construit un atelier digne de ce nom avec de meilleurs outils. J'ai commencé à enseigner la menuiserie à des adolescents dans un centre communautaire local, et il s'est avéré que j'étais plutôt doué pour ça. Ethan venait me voir 2 fois par an, toujours à l'improviste, mais toujours le bienvenu. Il a obtenu son diplôme de RISD avec mention, a trouvé un emploi dans une entreprise de design à Providence, toujours calme et réfléchi, mais avec une confiance qu'il n'avait pas à 14 ans. Un après-midi, alors qu'on travaillait ensemble sur une commande, il a posé la question que j'attendais depuis des années. Il m'a demandé si j'avais des regrets, celui d'être parti comme je l'avais fait. J'y ai réfléchi honnêtement et je lui ai dit non. Je regrettais que ça ait dû arriver, et je regrettais qu'il ait été blessé. Mais je ne regrettais pas d'être parti. Rester m'aurait détruit. Il a hoché la tête, comprenant. Il m'a dit que Victoria demandait parfois de mes nouvelles, qu'elle voulait savoir si j'étais heureux. Je lui ai demandé ce qu'il lui répondait. Il a dit qu'il lui disait que je construisais des choses, que j'étais bon dans ce domaine, mais il ne lui disait rien d'autre parce que ça ne la regardait pas. 18 mois plus tard, j'ai rencontré quelqu'un. Grace, une prof du centre communautaire. Elle enseignait la poterie et avait un rire qui me rappelait ce à quoi ressemblait la joie. On a pris notre temps. Pas de précipitation, pas de promesses que je ne pouvais pas tenir. Elle connaissait mon histoire, savait que j'avais été brûlé. Elle ne m'a jamais poussé à donner plus que je ne pouvais. Grace a rencontré Ethan lors d'une de ses visites, et ils ont tout de suite accroché. Ils parlaient d'art, de technique, de théorie des couleurs pendant que je préparais le dîner. En les regardant ensemble, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis une éternité. Juste, du contentement. Ce soir-là, après le départ d'Ethan et le retour de Grace chez elle, je me suis assis sur le porche avec une bière et j'ai regardé les étoiles. J'ai pensé à qui j'étais il y a 5 ans, debout dans ce restaurant, en train de regarder ma femme faire exploser ma vie devant tout le monde. Puis j'ai pensé à qui j'étais devenu. Quelqu'un qui a appris que parfois, la seule façon d'avancer est de brûler tous les ponts derrière soi. Les gens disent que la vengeance consiste à faire payer quelqu'un, mais ce n'était pas ça. Il s'agissait de ne pas laisser les choix de quelqu'un d'autre décider de ma valeur. Il s'agissait de partir la tête haute et de construire quelque chose de mieux à partir du gâchis que Victoria avait créé. Ses réveils avec Derek et tous ceux qui ont suivi, c'était son truc. J'avais mon propre truc, aussi. J'ai juste pris un chemin différent. Debout là, sous les étoiles, une bière à la main, un atelier rempli de projets à moitié terminés, un téléphone affichant un message d'Ethan au sujet de sa promotion, j'ai réalisé quelque chose d'important. J'avais gagné. Pas parce qu'elle avait perdu, mais parce que j'étais devenu quelqu'un que je pouvais réellement respecter. Et au final, c'est la seule victoire qui compte.